Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Laurent Gbagbo définitivement acquitté par la CPI. La Chambre d'appel a confirmé l'acquittement prononcé en première instance en 2019. L'ancien président ivoirien ainsi que son bras droit Charles Blé Goudé sont libres. C'est la fin de 10 ans de procédure concernant des accusations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Réaction dans ce journal, nous aurons Simone Gbagbo, épouse de Laurent Gbagbo, en direct depuis Abidjan. Retour au calme au Niger au lendemain de ce que le pouvoir qualifie de tentative de coup d'État. Des tirs nourris ont été entendus autour de la présidence dans la nuit. Retour sur ces faits dans ce journal. Et puis émission spéciale Kinshasa ce soir sur France 24. On vous propose de faire un focus sur le plus grand pays francophone au monde avec des entretiens et des reportages de nos correspondants. Rendez-vous à la fin de ce journal. On ouvre ce journal par l'acquittement de Laurent Gbagbo prononcé par la CPI. L'ancien président ivoirien a été définitivement acquitté par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. La Cour a donné raison au juge de la première instance qui avait déjà acquitté Laurent Gbagbo en 2019. Il était accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Lui et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont ainsi reconnus non coupables. Les explications de notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa. C'est l'épilogue d'une longue saga judiciaire qui aura duré 10 ans. Les juges d'appel ont confirmé les acquittements prononcés en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé par la Chambre de première instance en janvier 2019. Et ils ont rejeté l'intégralité des arguments du bureau du procureur qui reprochait notamment aux juges de première instance d'avoir commis des vices de procédure et d'avoir mal interprété les preuves. Tous ces éléments ont été balayés par 3 des 5 juges de la Chambre d'appel puisque c'est une décision qui a été prise à la majorité. Donc le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est désormais totalement clos devant la Cour pénale internationale et le fait que les juges aient confirmé les acquittements et qu'il n'ait pas prononcé des non-lieux à la place, comme le demandait la procureure, fait qu'ils ne peuvent pas être jugés devant n'importe quel tribunal une seconde fois pour les mêmes faits, c'est-à-dire les violences post-électorales de 2010 et 2011. Voilà, donc c'est la fin de cette saga et elle se termine un peu étrangement puisque dans la salle d'audience, en entendant ce dernier verdict ou cet arrêt, eh bien, Laurent Gbagbo a levé 2 pouces en signe de victoire et que dehors, eh bien, les partisans de Charles Blé Goudé célébraient cette dernière étape de cette procédure devant la Cour pénale internationale. Cette information, vous l'imaginez, était très attendue depuis 10 ans par ses partisans et ses détracteurs. Pour en parler, nous retrouvons une femme politique, 2e vice-présidente du FPI, le Front populaire ivoirien, et épouse de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo. Merci de nous rejoindre sur France 24 dans le journal de l'Afrique. Comment réagissez-vous à cette nouvelle de l'acquittement de votre mari ? Mais je voudrais vous dire d'abord bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis très contente, très heureuse de ce qui se passe en ce moment-ci, de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Enfin, la justice a tranché et c'est une très bonne chose. Et alors, qu'espérez-vous à présent? On imagine que vous attendez le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan. Ben, c'est normal qu'il revienne à Abidjan, non? C'est chez lui quand même. Il y était chef d'État. Il est chef de famille, il est président d'un parti, tout le monde l'attend, vous savez. Nous l'attendons et nous sommes très heureux de le recevoir bientôt et nous espérons que ça se fera le plus tôt possible. Et alors, lorsque vous repensez à la procédure, je le disais, c'est 10 ans de procédure, quels sont les sentiments qui vous animent justement? La première chose, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que ce procès-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce procès-là, pour moi, c'est la honte de la justice internationale. Mais bon, ça a eu lieu. C'est très bien que ça se soit bien terminé, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas que ce genre de choses-là se répètent dans le monde. Et alors, que dites-vous à Fatou Bensouda, par exemple, la procureure dans ce procès?
Fatou Bensouda, vous savez, son histoire a commencé déjà avec déjà le juge Ocampo. Hein? Elle a repris un dossier pourri et elle a continué dans ce dossier pourri malgré tout ce qu'on lui a dit et c'est dommage pour elle. Ce dossier-là, il était mal ficelé, il était injuste, il n'était pas bon et voilà, ça s'est terminé comme ça dans la honte pour elle. C'est dommage. Et pourtant, il y a eu plus de 3000 morts dans ces événements qui ont suivi l'élection en 2010, justement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les victimes? Et on sait que, évidemment, il y a des réactions de la part des familles des victimes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, madame, vous parlez de 3000 morts. Moi, j'ai dit que la crise ivoirienne, elle a commencé en 2002 et elle s'est terminée en 2011. Et nous avons dénombré plus de 36 000 morts, pas 3 000 morts, plus de 36 000 morts. Des familles entières, des villages entiers qui ont été rayés de la carte à la suite des agressions par les rebelles. Et donc, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui encore, nous avons des milliers d'Ivoiriens qui sont en exil. Nous avons au moins une centaine d'Ivoiriens encore en prison, détenus dans les prisons de Côte d'Ivoire. C'est tout ce problème-là qu'il faut régler définitivement. Et alors, pourtant, il y a un autre dossier, un autre procès qui est en cours en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, ça concerne ce braquage de l'agence de la BCEAO, pour lequel, d'ailleurs, dossier dans lequel l'ancien président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Est-ce que pour vous, ça constitue un obstacle pour son retour éventuel? Bon, ce procès-là lui-même, il est quelque chose d'unique, le procès lui-même. Et évidemment, puisqu'ils l'ont quand même condamné à 20 ans, évidemment, ça crée un problème. Mais moi, dans tous les cas, mon souhait, c'est qu'il rentre. Une fois qu'il sera sur place ici, ce sont des questions que nous pourrons régler. Absolument. Merci beaucoup, Simone Gbagbo, pour votre toute première réaction ici dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Et alors, cet acquittement confirmé pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vient clôturer, on le disait, 10 ans de procédure lancée après les violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010. Les deux hommes étaient accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ils ont été acquittés en 2019 en première instance et vivaient depuis en liberté conditionnelle. Le rappel des faits avec Nina Masson et Bilal Tarabé. Le premier chef d'État à être jugé devant un tribunal. Ce 28 janvier 2016 s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Tout a commencé 5 ans plus tôt, le 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. Ouattara Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Des résultats invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent, les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Selon ses accusateurs, il aurait, avec l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, aidé par l'armée française, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Madame la Présidente. Des accusations qu'il a toujours niées. Monsieur le juge. Après 3 ans de procès et l'audition de 82 témoins, les preuves contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugées insuffisantes. En janvier 2019, les deux hommes sont acquittés et remis en liberté sous condition 1 mois plus tard. Que s'est-il passé cette nuit au Niger entre 3h et 4h du matin, heure locale? Le gouvernement dit avoir déjoué une tentative de putsch. Une unité militaire a tenté pendant la nuit de s'emparer du palais présidentiel. Des tirs nourris ont été entendus, mais les assaillants auraient été repoussés et l'ordre rétabli. Des événements à 2 jours de l'investiture du nouveau chef d'État élu et à la veille d'une grande manifestation à l'appel de l'opposition. Marc Pope. Autour du quartier présidentiel, la vie se poursuit comme si de rien n'était.
Pourtant, à quelques mètres de là, autour de la résidence du chef de l'État, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Les autorités auraient, selon le gouvernement, déjoué une tentative de coup d'État. D'ores et déjà, plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé. Le cerveau présumé de ce putsch serait un officier de l'armée de l'air chargé de la sécurité de la base aérienne militaire de Niamey. Il est activement recherché. Cette tentative de coup d'État intervient 2 jours avant la passation de pouvoir entre le président sortant Mahamadou Issoufou et son lieutenant Mohamed Bazoum. Il s'agit du premier passage de relais entre 2 présidents démocratiquement élus dans un pays marqué par les putschs. Les résultats de l'élection présidentielle de février dernier sont toutefois contestés par l'opposant de Mohamed Bazoum, l'ancien président Mahaman Ousmane, qui revendique la victoire. Il a depuis appelé à des manifestations pacifiques à travers tout le pays. Au Mozambique, ils sont des milliers de survivants de l'attaque de Palma à chercher un abri. Une semaine après l'attaque djihadiste dans le nord du pays, les déplacés continuent d'affluer par tous les moyens dans l'espoir de retrouver un refuge. Plusieurs ONG, dont MSF, sont à Afungi, à proximité du site de l'attaque, et ils témoignent d'une situation extrêmement grave. Un mot de football pour vous dire que la CAF a reporté le match Sierra Leone-Bénin au mois de juin. La rencontre qui devait avoir lieu mardi n'a pas pu se tenir en raison d'un désaccord sur les tests positifs au Covid, côté béninois, dit-on. Un match comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais qui se jouera à cause du Covid, vous le savez, en janvier 2022. Pour célébrer l'arrivée de France 24 sur le canal 21 de la TNT à Kinshasa, la chaîne vous propose une émission spéciale dans le plus grand pays francophone au monde. Entretiens et reportages réalisés par Clément Bonnereau et Juliette Dubois, nos correspondants en République démocratique du Congo. L'émission s'intéresse notamment à la francophonie, l'usage du français et donne la parole à des jeunes artistes congolais. Voici un extrait. En RDC, le français est la langue de l'administration et de l'enseignement. Mais au quotidien, les Congolais parlent 4 langues nationales, le lingala, le swahili, le chiluba et le kikongo, ainsi qu'une centaine d'autres langues et dialectes. À la maison, je parle lingala et puis kikongo, les langues nationales de la RDC. Le français, c'est une langue qui nous aide à communiquer peut-être, par exemple, avec une autre personne qui ne sait pas parler à lingala. À Kinshasa et dans le reste du pays, le français reste perçu par certains comme une langue étrangère. Une situation que combattent de nombreux artistes et intellectuels. Nous n'enseignons pas le français comme langue étrangère. Ici, nous enseignons le français comme une langue congolaise. Nous faisons toujours un effort pour que la langue française puisse émerger. C'est notre langue. Le français, c'est la langue officielle de la République démocratique du Congo, mais pas la langue nationale. C'est une langue quand même que les Congolais ont apprivoisée. C'est une langue coloniale au départ, mais finalement apprivoisée, acceptée, intériorisée par les Congolais. La suite à retrouver à 21h10, temps universel, ou 23h10, heure de Paris. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier ceux de Gagnoa à Abidjan en passant par La Haye. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. L'esprit de la place Tahrir avait enthousiasmé tout un peuple. I lived magic afterwards to just steal the revolution quickly. Une révolution avortée qui aboutit à la mainmise des frères musulmans sur le pays, puis dans un nouveau rebond de l'histoire à celle des militaires et d'un pouvoir autoritaire. The Egyptian government is hostage takers. Avoir une opinion différente du gouvernement et l'exprimer en Égypte vous met dans la catégorie de terroriste. Une croissance retrouvée, des projets pharaoniques et les opposants réduits au silence. 10 ans après la révolution égyptienne, billet retour sur la place Tahrir, c'est cette semaine sur France 24.